Mathieu Boccoté, bonjour. Bonjour. L'Italie vient de se doter d'un gouvernement anti-système. La question est quand même la question migratoire. Est-ce que l'Europe a failli en ne se dotant pas de quotas ? Non, je pense que l'idée des quotas consistait en fait à imposer à chaque pays, contre sa volonté souvent, contre sa souveraineté, contre le désir de sa population, des quotas migratoires, alors que c'était le libre choix de chaque pays, à tout le moins si on croit encore minimalement à la souveraineté nationale, d'accepter ou non de prendre en charge ce fardeau. Et n'oublions pas la responsabilité particulière de l'Allemagne dans tout ça. Donc si l'Allemagne a la capacité de dire « venez en Europe » et ensuite elle dit « on va répartir généreusement à travers tous les pays européens », qu'ils le veuillent ou non, les quotas de migrants, eh bien, j'ai l'impression que non, ce n'était pas une erreur. Ensuite, l'erreur véritable a consisté à consentir une forme d'ouverture inconsidérée des frontières et au nom de la question des réfugiés, de consentir une forme de flot migratoire, de torrent migratoire qu'on ne sait plus comment maîtriser. L'Europe semble tétanisée par la question de l'islam. Elle a peur d'être traitée d'islamophobe. Quelle devrait être sa réaction ? Ben, c'est une question fondamentale aujourd'hui, c'est-à-dire l'islam apparaît comme le grand autre pour la civilisation européenne, du point de vue de l'histoire d'ailleurs. Donc comment réussir à intégrer l'islam en Europe? D'abord et avant tout, on doit cesser de se perdre dans des formules alambiquées, euphémisées, qui disent les religions, les fondamentalismes. Toutes les religions ne sont pas interchangeables et l'islam pose une question fondamentale à l'Europe et c'est l'islam qui pose cette question. Et c'est quoi la question fondamentale? C'est dans quelle mesure une culture fondamentalement étrangère à la civilisation européenne peut-elle s'y intégrer véritablement? On connaît la formule de Michel Houellebecq qui redoutait la soumission de l'Europe à l'islam. Je pense qu'on peut retourner la formule et dire que c'est dans la mesure où l'islam acceptera, donc au-delà de la simple question de l'islam politique, dans la mesure où l'islam acceptera de s'occidentaliser, de s'européaniser, ce qui ne veut pas dire qu'on change ce que l'on croit, mais comment on le croit. Donc adapter la pratique religieuse à l'espace public européen, adapter la pratique religieuse à la culture européenne, s'adapter aux mœurs européennes, s'adapter à la civilisation européenne. C'est dans la mesure où l'islam sera capable de s'européaniser culturellement, fondamentalement, qu'il parviendra à se faire accepter en Europe. Mais aujourd'hui, on inverse la réflexion. On est dans cette idée que l'Europe, et plus largement le monde occidental, doit toujours pousser plus loin l'ouverture. Mais l'ouverture à quoi? L'ouverture à qui? De ce point de vue, ça nous ramène à cette question fondamentale. Vous entendez souvent ce slogan, l'ouverture à l'autre, hein, c'est le slogan de l'époque. Moi, je pose toujours deux questions par rapport à ça. D'abord, de quel autre s'agit-il? Tous les autres ne sont pas interchangeables. On le redit, l'islam pose une question particulière. Et la deuxième, de combien d'autres s'agit-il? Il est plus facile d'intégrer 100 personnes que 1000 personnes, 1000 personnes que 10 000 personnes. Et lorsqu'on est rendu à 1 million, lorsqu'on est rendu à des chiffres considérables, eh bien, à partir, je dirais, de certains flots migratoires, on a beau avoir la politique intégrationniste ou assimilationniste la plus forte qu'il soit, eh bien, devant le nombre, on ne peut rien faire. Est-ce que l'Europe a une mauvaise compréhension des droits de l'homme? En fait, ce qui est paradoxal, c'est on voit à quel point l'islam politique, dans ce cas-là, est capable d'instrumentaliser la logique des droits de l'homme pour s'imposer véritablement. On le voit notamment au Canada. Je me permets de faire le détour canadien. C'est-à-dire, on voit comment, par exemple, au Canada, le niqab s'est imposé dans l'espace public comme un symbole parmi d'autres de la diversité. Et c'était au nom des droits de l'homme, donc au nom du droit individuel au niqab, et dans la mesure où chaque individu est libre de s'habiller comme il le veut, selon ses préférences, sans que la collectivité, de quelque manière que ce soit, ne lui impose quoi que ce soit. Mais c'est en récupérant la logique des droits de l'homme que certains symboles communautaristes forts, qui témoignent d'un désir de sécession civique, de sécession culturelle, pour moi le niqab est une déclaration de non-appartenance à la société d'accueil, et bien c'est en utilisant la logique des droits de l'homme qu'on est parvenu à l'imposer. De ce point de vue, il va falloir se rappeler une chose, les droits de l'homme ne fonctionnent pas en lévitation. Les droits de l'homme sont inscrits dans une civilisation qui en a accouché. Mais si on les arrache à cette civilisation, si on les arrache au monde dont ils viennent, si on les détache de toute considération politique, si on les arrache à la question du cadre national, si on les arrache à la question de l'identité collective, et si on les prend comme une espèce de principe qui doit tout effacer, eh bien on rencontre le fondamentalisme des droits de l'homme, qui est le contraire, à mon avis, d'une conception juste et raffinée et subtile des droits de l'homme. Est-ce que vous pensez que face à la montée du populisme, les hommes politiques aujourd'hui prennent conscience de cette demande? En fait, je vous avouerai que je ne sais jamais exactement ce que veut dire la montée du populisme. C'est un concept qui, à mon avis, doit être remis en question fondamentalement. On a tendance à nommer populisme l'expression de la volonté populaire lorsqu'elle ne va pas selon l'orthodoxie dominante. Le rejet des systèmes actuels. Ah ben oui, voilà, ça c'est très juste. C'est une dimension protestataire. Je pense que les élites politiques et médiatiques ont deux réactions devant ça. Soit elles décident de reconnaître une rationalité dans cette protestation, que le peuple ne proteste pas pour
pour rien, qu'on cherche à comprendre pourquoi il proteste, soit on lui fait la morale. Faire la morale, c'est-à-dire l'accuser d'islamophobie, de xénophobie, de racisme, d'europhobie, toutes les phobies disponibles sur le marché. Et ça, j'ai l'impression qu'une trop grande partie des élites européennes et occidentales plus largement continuent de pathologiser le malaise des peuples plutôt que de chercher à voir pourquoi il y a une charge rationnelle. Mais en même temps, elle voit que la démocratie est malade. Donc La démocratie est malade dans la mesure où on considère que la souveraineté populaire n'est que le masque de la tyrannie de la majorité. Moi, je crois à la démocratie libérale. Contrairement, il y en a aujourd'hui qui voudraient congédier un des deux termes. Ils veulent congédier la démocratie ou le libéralisme. Moi, je crois à la démocratie libérale. Mais la démocratie libérale n'implique pas d'abolir la souveraineté populaire. Ça implique de lui donner des formes, un cadre. Mais la souveraineté populaire, aujourd'hui, doit être revalorisée, sans quoi nous nous retrouverons avec un libéralisme sans démocratie. Et c'est pas mieux qu'une démocratie libérale. très bien, merci beaucoup. Au revoir Mathieu Bocoté. Merci.